Bienvenue sur le réseau E-Média Invest, bienvenue sur e-Radio et bienvenue sur ITV. Merci d'être fidèle à votre émission L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Sanoum Mbaye. Sanoum Mbaye, économiste, ancien fonctionnaire de la BAD, la Banque africaine de développement. Sanoum Mbaye vit entre Londres et Dakar. Merci aussi à Ousmane Sène d'être avec nous. Ousmane Sène est le directeur du WARC, West African Research Center, le centre africain pour la recherche. Merci donc, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité de cette semaine a été riche en rebondissements, un événement. Le président de la République, Macky Sall, a présidé ce qu'on appelle la rentrée des cours et tribunaux. Il a prôné une loi de sécurité intérieure pour lutter contre le terrorisme. Une loi qui sera proposée à l'Assemblée nationale très bientôt. Des voix s'élèvent déjà pour parler de cette loi qui va venir. Est-ce que ce n'est pas une sorte de Patriot Act aux États-Unis, au Sénégal? Ousmane Sène. Oui, c'est vrai que l'idéal dans une démocratie, c'est que les libertés soient respectées. Mais quand vous avez des circonstances spéciales, il faut peut-être accepter aussi que des mesures spéciales soient prises. Je connais bien ce secteur puisque George Orwell, 1984 et Big Brother is watching you, la police partout, la police secrète, je connais très bien. Mais enfin, il faut considérer ce que c'est que le terrorisme. Et il faudrait considérer aussi le fait que l'ambition des terroristes, ou en tout cas de ceux qui font le djihadisme, ce n'est pas de s'en arrêter là où ils sont. Leur objectif est l'océan. C'est-à-dire qu'engloutir des pays comme le Sénégal et faire ici une sorte de califat. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas tout simplement de perturber pour perturber, mais à terme, si ces gens-là réussissaient leur projet, mais on n'aurait même plus une once de liberté. Donc je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Par ailleurs aussi, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on prenne des dispositions pour que les populations, au-delà du terrorisme, soient mieux protégées. J'ai froid dans le dos quand je lis certains articles dans la presse qui parlent d'atrocités qui sont infligées à des populations qui sont impuissantes. Je crois que ce n'est pas une démesure de prendre ces dispositions-là pour que le Sénégal soit à l'abri de ce fléau contemporain. Sanoum Mbaye, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal a besoin d'une loi de sécurité intérieure? Ah oui, absolument. Le terrorisme est devenu un fléau international. Mais pour une loi, c'est bien beau, mais une loi doit s'attaquer aux causes. Et quelles sont les causes de ce terrorisme? Quand on regarde bien, c'est la pauvreté, c'est l'exclusion, et ça affecte quoi? Les jeunes qui représentent plus de 50% de la population, c'est la majorité, et ces jeunes-là aussi sont les plus affectés par le chômage et l'exclusion et la pauvreté. Donc, lutter contre le terrorisme, aussi c'est mettre en place des mesures, parce que ce n'est pas acceptable qu'au Sénégal, en 1956, on a plus de 50%, ça veut dire 7 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, c'est-à-dire au seuil minimum de la pauvreté. Ce n'est pas acceptable. On nous parle aussi de plus de 50% d'analphabètes, mais analphabètes en quoi? Si on avait fait l'alphabétisation à Wolof, le Wolof, tu as le grammaire, tu as le vocabulaire, tu as la grammaire, tu as tout. Ousmane, tu peux mieux en parler que tout le monde. Mais donc, pourquoi aller? Parce que c'était prévu dans le pacte colonial, de continuer à instruire nos enfants en français. Donc, il faut aussi saisir les causes et agir sur ces causes-là. Sanoum Mbaye parle des causes. Oui. Aujourd'hui, si on regarde bien, les pays qui sont affectés par le terrorisme, le Mali, le Burkina Faso, dans la moindre mesure la Côte d'Ivoire et le Niger, la pauvreté est vraiment présente dans ces pays-là. La pauvreté peut être une cause, d'autant plus que le djihadisme vient avec le corridor des tentations. Vous remplissez un camion de moto Jakarta et vous avez des enveloppes de 500 000 un peu partout. Vous donnez ça à un jeune, vous lui proposez de l'endoctriner, mais il va s'engager. Parce que vous lui donnez la mobilité ou vous lui donnez un moyen de travail et vous lui donnez de l'argent de quoi satisfaire certains besoins de leur maman, tant plus que les jeunes Africains sont amoureux fous de leur maman. Mais aussi, il faudrait raison garder par rapport à ça. Parce que je ne crois pas que ce soit la vocation d'un quelconque gouvernement ou d'un quelconque pays de maintenir sa population sous le seuil de la pauvreté. Je crois qu'il faudrait peut-être déterminer des politiques qui soient de nature à résorber cette pauvreté-là, pour que chacun, quand même, tous les jours, puisse se prévaloir quand même d'un petit 1000 francs.
Et je crois que cette pauvreté, finalement, ce n'est même pas les populations qui en sont les victimes, les seules, mais c'est même les gouvernants qui en sont les victimes. Je vous donne un exemple. Toutes ces mesures qu'on avait prises dans le temps pour réorganiser notre vie, pour réorganiser notre environnement, on n'a jamais osé les appliquer. Pourquoi? Parce que si vous les appliquez, le gosse qui a sa table ici, vous allez le déguerpir. Vous le déguerpissez, mais vous accroissez le nombre de gosses chômeurs qui n'ont rien à faire et qui, au bout du compte, s'il y a une tentation quelque part, ce qu'ils ne voient, ce n'est pas la tentation, ce qu'ils voient, c'est l'argent qui viendra pour régler le problème. Donc cette politique qui devrait consister à créer beaucoup plus d'opportunités d'emploi chez les jeunes, il faudrait renforcer ça. Et ça nous a raison. On ne peut pas renforcer ça sans que ces jeunes-là soient équipés de compétences professionnelles. Mais ces compétences professionnelles n'ont pas besoin toujours d'un gosse qui peut parler français. On peut le faire aussi avec des analphabètes, des mêmes qui ne sont jamais allés à l'école, parce qu'il y en a, et qu'on essaie de faire en sorte de les équiper en compétences professionnelles pour que quand même ils puissent se débrouiller. Parce que l'objectif, ce n'est pas que le gouvernement emploie tout le monde, on ne peut pas tous être des fonctionnaires, mais qu'il y ait des opportunités ici, à gauche et à droite, pour que les gosses puissent s'en saisir et, excusez-moi, et bon, avoir un métier qui, à la fin de la journée, peut leur permettre d'aller chez eux avec 1000 ou 2000 francs. Mais est-ce que cette pauvreté n'est pas la conséquence de la mauvaise gouvernance dans nos pays, de la non-répartition équitable des ressources minières, pétrolières et naturelles du pays, que certains gouvernants préfèrent plus s'occuper de leur propre personne, de leur propre clan, que de créer des emplois pour les jeunes? Mais bon, les gouvernants, ils ne sont pas autonomes. Il y a un modèle de développement qui est là, il n'y a pas de progrès possible. C'est-à-dire, voilà un modèle de développement, même quand vous créez de la richesse. Parce que l'augmentation du produit intérieur brut, c'est quoi? C'est la richesse supplémentaire qui a été créée dans le courant de l'année. Mais cette richesse-là, même quand c'est créé, ça vous a pourvu parce que tout est exporté. Donc, il faut quand même toucher aux causes profondes. On ne peut pas continuer à vivre avec ce régime de francs, de zone franc, de CFA maintenant qu'on appelle l'éco. Mais c'est-à-dire les richesses sont créées ici, la Sonatel. Et alors, ce qui est de plus dramatique, c'est que ces richesses sont créées avec des entreprises qui ont été bradées par les programmes d'assainissement structurel. Il faut revenir aux années 70. La Sonatel et tout ça, c'était pas de la privatisation, c'était de la liquidation. On a dévalué ta monnaie d'abord, avant de vendre ça, ce qu'on appelle brader. Alors donc, et c'est ces gens-là qui font le maximum de profit, la Sonatel et tout ça. Et tous ces profits sont exportés. Parce que le régime dans lequel on vit, c'est le régime qui fait ça. Non seulement ta monnaie est convertible, et la monnaie de l'Inde est convertible. Est-ce que la monnaie du Brésil est convertible? Est-ce que la monnaie de la Chine est convertible? Toi, petit pays sous-développé, ta monnaie est convertible, tout est exporté. Un pays où le Sud, vous vous rendez compte, la Casamance, je ne sais pas, une région la plus fertile du monde. Vous savez que c'est le programme alimentaire mondial qui nourrit nos populations là-bas. Ousmane, tu ne le savais peut-être pas. Donc, il faut créer de la richesse. Créer de la richesse, ça dépend du modèle de développement que tu mets en place. Quand on vous parle de nationalisation... Mais quelque part, vous trouvez paradoxal que le gouvernement se vante d'avoir un taux de croissance de 6%, alors que de plus en plus, il y a la montée de la pauvreté. Mais le taux de croissance, qu'est-ce que c'est? C'est le surcroît de richesse créée. Ce surcroît de richesse créée, prenons la part de Sonatel. Mais ça se traduit en bénéfices, et ces bénéfices sont exportés. Ce n'est pas réinvesti. Le problème de croissance, c'est quoi? C'est bien beau, mais qu'est-ce que faire de cette croissance? Quelle est la répartition de cette croissance? Est-ce que ça a été réinvesti? Est-ce que c'est des investissements productifs? C'est ça, la croissance c'est là, mais de quelle qualité de croissance, de quelle nature de croissance? Si tu augmentes ta richesse, et cette richesse c'est pour être exportée, mais tu deviens pauvre, même peut-être beaucoup plus pauvre. Donc la croissance est bien beau, mais faudrait-il encore que ça soit réinvesti là où ça a été créé. La croissance qui n'est pas répartie, la pauvreté qui augmente, la peur du djihadisme et l'installation un peu partout à Dakar, dans tous les carrefours et dans toutes les intersections, des caméras, pratiquement de surveillance, et des policiers qui sont un peu partout répartis. Est-ce que c'est ça qui règle le problème de la lutte contre le terrorisme dans notre pays?
De toute façon, lutter contre des forces adverses, il y a nécessairement le rôle de la police et des forces de sécurité. Lutter contre l'insécurité, vous avez absolument besoin d'avoir des appareils qui puissent vous indiquer ce qui se passe là où vous n'êtes pas. Mieux répartir les richesses, si richesses il y a, est aussi une autre solution. Mais il a dit, quand vous parlez de taux de croissance, en quoi le taux de croissance, du point de vue de la richesse, implique le Sénégal? Si ce taux de croissance implique des unités industrielles dont les bénéfices partent vers l'extérieur, donc une économie extrovertie, mais à partir de ce moment, il va de soi que ce taux de croissance ne nous profitera pas assez ou suffisamment. Ce qui fait que peut-être les efforts qui sont en train d'être faits maintenant pour faire en sorte que les pays africains échangent entre eux-mêmes beaucoup plus, les pays africains aient les moyens ou se donnent les moyens de pouvoir transformer leurs produits bruts. Ces deux-là sont essentiels. La capacité des pays africains de créer un marché commun et de procéder à des échanges. Vous produisez tel en Guinée, je le consomme au Sénégal, et je produis tel au Sénégal, je le consomme en Guinée. Donc c'est l'Afrique qui va être enrichie. Ce n'est pas l'extérieur. Ça, c'est extrêmement important. Et aussi faire en sorte que sur le plan économique et même sur le plan monétaire, certaines choses puissent nous être communes, mais à partir de ce moment, ce serait une bonne chose. Et les gens évoquent souvent cette image d'un sommet qui aurait lieu à Paris, qui aurait lieu au Japon, qui aurait lieu en Allemagne. Un seul pays européen convoque 52 pays africains. C'est une image qui ne peut pas fouetter notre ego. Et je crois que s'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, il faut applaudir à ces efforts-là et encourager à ce qu'on y aille de manière plus ardue. Parce que n'oubliez pas une chose quand même. D'ailleurs, ce 13 janvier, c'est l'anniversaire de la dévaluation du franc CFA. Voilà. Et c'est nous qui avons les moins de moyens pour pouvoir avancer. Mais là, je vous rappelle ceci. Au moment où le Shah d'Iran amorçait l'industrialisation et la modernisation de l'Iran, mais il y avait des Iraniens qui étaient plus pauvres que le Sénégal. Si l'Iran est devenu une grande puissance, c'est que ce Shah-là a eu la capacité de profiter de sa manne pétrolière pour engager résolument son pays dans le chemin de la modernité, son pays dans le chemin du développement. Donc, aucune situation n'est désespérée et il y a toujours la possibilité de vous appuyer sur le peu que vous avez pour avancer. Mais Salif Keita, le chanteur malien qui a fait une sortie retentissante par rapport à la France, a récemment dit que la France et l'Europe n'ont pas intérêt à ce que les pays africains se développent. Mais ça aussi, c'est l'approche négative, quoi. Hein, ça, c'est l'héritage colonial français, quoi. Parce qu'au contraire, la Corée du Sud, tous ces pays qu'on appelait les tigres, oui. Mais les États-Unis ont contribué à leur développement parce que c'est en te rendant riche que moi-même je m'enrichis. Mais c'est ce concept-là, c'est le concept colonial français, là, il faut exploiter. Et c'est ça, c'est toute la différence. Et maintenant que l'Afrique s'ouvre, hein, maintenant que vous n'avez qu'à voir toutes les autres régions d'Afrique, mais c'est la locomotive maintenant de la croissance mondiale, sauf ces pays de la zone franc. Et cette zone franc ne sera jamais capable de se développer, même en créant de la richesse, tant que ça restera comme ça. Et qu'est-ce qu'on nous réserve? Au moment où, quand même, les populations, la société civile, les gens ont lutté contre ce franc CFA, alors il y a Ouattara qui nous fait un coup d'État là, il subtilise ce projet qui était un projet de CEDEAO, projet ECO, hein, il s'en empare pour en faire ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire un CFA bis. Non. Et là, c'est ça avec l'appui de la première puissance économique de la zone franc. Hein? Quand même, la Côte d'Ivoire a plus de 50% de la masse monétaire. Hein? Avec ça aussi, je ne sais pas s'il y a l'appui du Sénégal, mais en tout cas, si le Sénégal n'a pas appuyé, le Sénégal n'a pas contesté non plus. Mais est-ce que cette persistance aujourd'hui de rester dans cette zone CFA qui appauvrit les pays africains, le discours que les autorités prônent aujourd'hui en disant que les confréries au Sénégal sont un rempart contre le terrorisme et le djihadisme, est-ce que ce discours peut tenir encore? De plus en plus, on voit les jeunes africains réclamer de plus en plus d'indépendance. Même ceux qui n'ont pas été à l'école aujourd'hui comprennent les enjeux. Oui, je vais vous dire ceci. Je ne peux pas voir ceci, ou j'aurais du mal à entendre ceci
ce jeune-là est un mouride convaincu, mais il est engagé dans le djihadisme. C'est pratiquement antinomique. Pourquoi? Non, parce que le jeune mouride attend son ndigal. Le jeune mouride, sa référence, c'est par rapport à tout ce qui se passe à Touba et autour de Touba. Sa référence, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, qui a fait le grand djihad, pas le petit. C'est-à-dire le djihad de l'âme. C'est ça, Cheikh Ahmadou Bamba. On n'a-t-on pas dit que Cheikh Ahmadou Bamba a vaincu le Toubab sans jamais avoir recouru à une arme? Et les gens de Tivaouane, c'est la même chose. Et je vous donne un exemple. Chez les Khadr, la Nassia, c'est une lettre très longue que Cheikh Sadibou avait écrite à l'époque du colonialisme à son jeune frère qui était engagé dans le djihadisme contre les colons. Et il lui dit, celui qui prend les armes s'écarte de la sagesse. Comprenez sagesse dans ces deux sens. Sagesse, l'art de bien se comporter et l'art de faire le bien. Mais sagesse aussi, qui veut dire aussi la bravoure. C'est ça, parce que les origines sont les mêmes. Mais Cheikh Sadibou lui a dit, vous êtes engagé dans cette guerre-là au nom de l'islam. Mais Dieu a dit, et il lui a donné des sourates et des hadiths à n'en plus finir. Conclusion, il lui dit, la guerre sainte n'est pas la première des choses que Dieu nous demande de faire. D'autant plus que les conditions pour une guerre sainte, pour que toi tu laisses ta famille derrière et ta communauté derrière et aller t'engager, les conditions sont tellement draconiennes que tu ne pourras jamais les remplir. Attention, là, c'est une lettre de quelqu'un qui était un soufi et qui était un chef religieux. Un chef religieux. Mais le même discours, le même genre de discours est certainement tenu par beaucoup de chefs religieux au Sénégal, soit les fondateurs ou soit ceux qui sont venus avec eux. Oui, donc dans ces conditions, je vois bien plutôt que les confréries religieuses puissent travailler dans un sens qui puisse contrecarrer le terrorisme. Mais est-ce que ce discours peut tenir dans un pays aujourd'hui où la pauvreté continue à faire des ravages chez les jeunes, où les jeunes n'arrivent pas à trouver du travail? Est-ce que les confréries peuvent tenir ces jeunes-là encore dans cette situation-là? Donc, pour lutter contre de tels fléaux, il vaut mieux avoir d'abord une cohésion sociale. Ça, c'est essentiel. Et cette cohésion sociale, nous l'avons. Nous l'avons au Sénégal. Et je crois que l'existence des confréries ont beaucoup contribué à cette cohésion sociale. Mais la première ligne de défense contre le terrorisme, c'est vraiment la cohésion sociale. Après, maintenant, vient l'appareil sécuritaire et tout ça. Et sur ce plan-là, le plan de la cohésion sociale, les confréries ont beaucoup fait. Mais... est-ce qu'elles peuvent tenir d'accord face à la montée de la pauvreté chez les jeunes? Mais c'est-à-dire, justement, il faudrait aussi y ajouter un autre élément, l'élément éducatif. Il faut pouvoir opposer au discours djihadiste un discours beaucoup plus constructif. Et ce discours beaucoup plus constructif, quand il est d'essence spirituelle, on peut s'attendre quand même à ce que ce soit ces confréries-là qui l'articulent en plus des intellectuels. Parce qu'il y a mais ventre affamé n'a point d'oreille. Ah ouais, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et qu'est-ce que tu veux? Les causes profondes de cette pauvreté, je t'ai dit, quelle que soit la quantité de richesse nous créons, nous demeurerons des pauvres parce qu'on vit dans un système qui veut ça. Ta monnaie a un taux de change parmi les plus forts du monde, donc ça oblitère toute possibilité de compétitivité que vous puissiez avoir, et sans compétitivité, tu ne peux pas t'industrialiser. Et c'est la seule façon de se développer. Donc, si je vous comprends bien, Sanou, le fait de sortir du franc CFA, de créer sa propre monnaie, quelque part, peut être aussi une soupape de sécurité contre le terrorisme. Oui, mais de quelle nouvelle monnaie tu parles? Une nouvelle monnaie africaine, peut-être pas l'éco, mais une monnaie... C'est sûrement pas l'éco. Oui. C'est sûrement pas l'éco. Vous pensez l'éco, c'est le CFA. Vous pensez qu'en créant une monnaie africaine, une bonne monnaie africaine, qui est une monnaie qui n'est pas l'éco, qui n'est pas le franc CFA, si l'Afrique arrive à la créer, vous pensez que cette monnaie pourrait aider à augmenter les richesses? Absolument, surtout que quand c'est... Du coup, lutter contre les fléaux, contre le terrorisme, contre le djihadisme. Absolument, surtout que la locomotive pour créer cette monnaie serait le Nigeria.
Tu ne peux pas arriver à une communauté monétaire en Afrique de l'Ouest si ce n'est pas avec le Nigeria et le Ghana. Ça, c'est pas possible. Et ça, les Français l'ont très bien compris. Et dès qu'on a commencé à parler d'éco, c'est un problème. Projet CEDEAO, projet qui était fait pour aussi permettre aux pays de la zone franc d'échapper du piège français. Parce qu'alors, le piège français est terrible. Pour sortir du franc CFA, d'abord, de toute façon, immédiatement, dès que tu l'annonces, tout crédit, que ce soit des crédits de la Banque centrale, que ce soit produit des institutions monétaires, tout est arrêté immédiatement. Le mois qui suit, tu ne peux pas payer tes fonctionnaires. Donc, pour sortir du franc CFA, le coût, il faut penser au coût de rupture. Et ce coût de rupture fait que, bon, tout de suite, dès qu'on en parle, regarde ce que nous a fait. Bon, alors, votre revient, on prend l'écho, on déshabille Jean pour habiller Paul. Mais c'est tout, Il n'y a rien qui change. Oui. Et ça nous permet d'embrancher le second point de notre débat, c'est la hausse des prix de l'électricité, qui est toujours payée en monnaie CFA, comme on dit. Et aujourd'hui, les jeunes sont sortis massivement, ils ont marché pour encore réclamer la baisse du prix de l'électricité. Est-ce que ces marches peuvent avoir un impact? Oui, ces marches ont certainement un impact, parce que quelque part, on se dira que bon, il y a une frange de la population qui n'est pas d'accord pour la hausse. Mais bon, je pensais à cette hausse-là, depuis que tu m'as parlé de l'émission, je pense à cette question-là. Mais quand j'ai pensé à cette question-là, je me suis dit ceci. Il y en a qui ont l'électricité, qui est un droit humain, et qui se plaignent de la cherté de l'électricité. Mais il y a d'autres Sénégalais qui ne peuvent pas se plaindre de la cherté de l'électricité puisqu'ils ne l'ont pas. Et j'ai été réconforté dans cette façon de voir par un marabout qui va faire son gamo les prochains jours et il est à Kolda et ses propos ont été reliés par un organe de la place. Ce marabout dit ceci: l'augmentation du prix de l'électricité, c'est lourd, c'est difficile à soutenir. Mais il ajoute un mais. Mais si cette augmentation vise à faire en sorte que ceux qui sont dans les hameaux, dans les chaumières et dans les bourgades du Sénégal peuvent enfin toucher un bouton et ils ont la lumière, alors à partir de ce moment, lui, il dit, je suis d'accord. Parce que n'oublions pas ceci, jusqu'à présent, il y a des millions et des millions de Sénégalais qui vivent au Moyen-Âge. Alassane et mon cher ami, depuis combien de temps vous n'avez plus vu ce qu'on appelle une lampe tempête? Non, je pose la question. Non, attends. Depuis quand vous n'avez plus vu de votre vie 365 jours, vous ne voyez pas une lampe tempête? Depuis quand? Sauf si on te demande de faire du sacrifice là. Depuis quand que tu n'as pas vu une bougie? Il y a des gens qui vivent avec la bougie et la lampe tempête en permanence. Si c'est un sacrifice qu'on me demandait encore, que je paye beaucoup à la salle. Beaucoup. Je ne te dirai pas le montant de ma facture pour le BMS. Vraiment, je ne le ferai pas. Mais si on me demande de faire un sacrifice pour que ces gens-là de Dagadjaoudine, de Nyongon et des autres localités qui sont autour de Dakar puissent, à partir de 19h, toucher un bouton et avoir la lumière, je dis, tant que ça ne dure pas des années et des années, je veux bien faire ce sacrifice. Pensons à ces Sénégalais. Tout n'est pas qu'à Dakar et à Kaolack. Il y a des bourgades qui sont toujours dans l'obscurité la nuit tombée. Sauf que ce n'est pas l'argument qui avait été avancé par le gouvernement avant les élections. En baissant le coût de l'électricité, le gouvernement avait montré aux Sénégalais que tout se passait bien, que la scène était bien tenue, que les choses allaient bien, et que d'ailleurs qu'on s'attendait même à une nouvelle baisse. C'est un argument de campagne pour quelque part tromper les gens. C'est ça qui fait la colère de la rue. Absolument. Si en augmentant le prix de l'électricité, comme Ousmane le dit, c'était justifié par le fait que bon, on va avoir maintenant une couverture de tout le pays. Si c'est l'argument qui avait été donné avant. Si. Mais non, là, on augmente le coût, le coût de l'électricité. Et qu'est-ce que tu veux? Il y a eu ces coûts. Et tout ça, c'est dû à quoi? Un programme de libéralisation mondiale. C'est ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, l'économie. Mais il se trouve qu'il y a un pendant à cette mondialisation de l'économie. Il y a aussi une mondialisation des citoyens. Et vous avez vu les manifestations.
C'est ça qui a enlevé Bouteflika de l'Algérie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte. Vous avez vu ce qui se passe au Soudan. Donc, il y a ce côté positif que les gens manifestent. Moi, je ne connais pas du tout les causes profondes de l'augmentation du terre. Si c'était pour dire que bon, c'est pour électrifier tout le pays, à la limite, il y a des pour et des contre, quoi. Mais là, on n'a rien dit. Hein, c'est pourquoi, quels sont les facteurs de production qui déterminent cette hausse-là. Donc, moi, je dis que ce qu'il y a de positif, c'est un acquis démocratique que les gens manifestent. C'est les manifestes, c'est ce qui leur reste, c'est un acquis démocratique. Hein. Les votes ne suffisent pas, les politiciens ne sont pas aimés. Donc, et puis ce qu'il y a de mieux, quand les gens sont dans la rue, hein, c'est la société civile et les politiques maintenant. Et ça aussi, c'est positif. Ça donne un élément démocratique supplémentaire. Oui. Sauf qu'hier, que la société civile qui était attendue à la manifestation, surtout les partis politiques, les leaders n'ont pas répondu présent, selon la presse d'hier. Oui, j'ai vu et on se pose la question pourquoi ils ne sont pas venus. Je devrais quand même dire chapeau bas à la société civile sénégalaise. Je crois que dans l'ensemble, elle est restée quand même intègre. Parce que les gens se posent la question, oui, quand la société civile côtoie les politiques, même à une certaine époque, avant 2012, on critiquait la société civile en disant qu'ils prenaient parti et cause pour l'opposition. Je crois qu'ils sont en train de faire leur travail. Du reste, comme les hommes politiques sont en train de faire leur travail. Tout ce que je dis, moi, par rapport à ça, c'est nous tous, nous prétendons travailler pour le bien-être des populations sénégalaises et pour le Sénégal que nous aimons tant. Faisons en sorte que cette déclaration de principe-là corresponde réellement à toutes les initiatives que l'on prend. Je crois que ça, c'est fondamentalement important. Et manifester, c'est un droit. Absolument. Manifester, vous ne pouvez pas avoir de démocratie sans qu'il y ait des manifestations. Absolument. Mais j'aimerais aussi que dans ces manifestations, il y ait des dispositions et des précautions qu'on pourrait prendre. Reconnaissons une chose, si vous manifestez à Sandaga là, les gens de Sandaga, ils ne vont plus vendre. Ça aussi, c'est un autre problème. Il y a des collatéraux. Je ne parle pas de la présidence, ça c'est autre chose. Mais essayons de voir là où on peut manifester, où on peut se faire voir, où on est visible et où on n'empêchera pas quand même les autres Sénégalais de vivre correctement et de tourner en rond. Ça c'est extrêmement important. Toutes ces manifestations étant par rapport à l'électricité, donc je crois que là aussi, il y a des choses qu'il faudrait revoir pour mieux équilibrer. Parce qu'à un certain niveau, le prix, vraiment, c'est difficile. Même pour nous qui arrivons à tirer un peu notre épingle du jeu, quand on nous donne cette facture-là, on regarde nos femmes d'une certaine façon, comme si ces femmes-là étaient à l'origine de ça, mais elles ne le sont pas. Les lumières marchent correctement. Seulement, moi, je dis, dans ce paysage-là, je vois vraiment des Sénégalais qui sont dans des villages et qui n'ont jamais vu la lumière de laser, ni la lumière de la Sénélec. Est-ce qu'on devrait les laisser ad vitam aeternam dans l'obscurité du Moyen-Âge? Mais en même temps aussi, le prix devrait être étudié pour que nous puissions faire le sacrifice. Les manifestants ont mis en place, posé sur la table un certain nombre d'arguments pour demander au gouvernement de revenir à la hausse en disant que le gouvernement doit réduire son train de vie. Pour que ces économies qui sont faites par ce train de vie de l'État soient injectées dans le paiement des factures de la Sénélec. Oui, c'est ça qui est inacceptable avec ces élites africaines-là. Quand il s'agit de faire des économies, c'est toujours les populations qui payent. Ce n'est pas leur salaire à eux, leurs frais de fonctionnement. Si vous voyez le budget d'un État ici, tu vois la part de fonctionnement par rapport à la part d'investissement. C'est scandaleux, hein? Donc, chaque fois qu'il s'agit de faire des économies, on tape sur le peuple. C'est ça qui n'est pas acceptable. C'est ça, et moi je suis tout à fait d'accord que les populations, quand ils ne sont pas d'accord, ils marchent. Ils marchent partout, ils ont le droit de marcher partout. La seule exigence, c'est que ça soit fait sans violence. Et ça n'a été pas fait avec de la violence. Tant que ce n'est pas fait avec de la violence, c'est une autre voie, c'est un autre outil que nous avons pour manifester nos droits démocratiques. Si le gouvernement annonce pratiquement des centaines de milliards de francs CFA mis rien que dans les véhicules de fonction des fonctionnaires, est-ce qu'aujourd'hui les arguments de l'opposition et de la société civile ne sont pas valables pour demander au gouvernement de diminuer son train de vie et que ces économies soient injectées dans la marche de la Sénélec pour maintenir les prix? Pas le gouvernement, disons toute l'administration. Mais c'est le gouvernement qui gère l'administration. Oui, mais toute l'administration. Non, je vous dis, toute l'administration. Je vois, ça, j'ai vu ça tous les jours. Oui, non.
On vous donne un 4x4 tout neuf et vous êtes dans un département. Disons que vous êtes à Foundiougne. Vous conduisez le 4x4 pendant 2 ans et vous le mettez parce que c'est en panne. Qu'est-ce que vous avez fait pour entretenir ce 4x4-là qui a coûté des millions et qu'on vous a donné? Vous ne payez pas l'essence, vous ne payez rien. Même le chauffeur, vous ne le payez pas. Si vous allez dans le garage de quelqu'un qui a des responsabilités, vous avez son véhicule à lui et le véhicule que les pouvoirs publics viennent de lui donner comme véhicule de fonction. Donnez-lui 1 mois, ce sera un véhicule que l'on devrait prendre pour faire du taxi bagasse. Et ça ne s'arrête pas au gouvernement seulement, ça va jusqu'au plus petit niveau. Les mobylettes qu'on donne aux infirmiers et aux agents de santé, comment ils les entretiennent? C'est-à-dire que le rapport du Sénégalais par rapport à la chose publique. J'ai l'habitude de donner un exemple. Faites un projet, donnez à des Sénégalais responsables un grand bâtiment comme le vôtre, laissez-les d'ici 6 mois et venez. Demandez à utiliser les toilettes, vous n'entrerez pas. Donc tous les Sénégalais devraient faire leur mea culpa, mais évidemment, il y a des gens qui sont là pour donner l'exemple. Parce que vous ne pouvez pas prétendre diriger. Et si vous n'êtes pas déjà un symbole, un rôle modèle, royaukaï. Donc, si le gouvernement a fait des économies comme ils le disent, mais il faudrait effectivement continuer à faire ces économies pour qu'on n'ait pas l'impression qu'en haut, il y a des noceurs et qu'en bas, il y a des badolos. Mais c'est cette image que les Sénégalais ont de ceux qui nous dirigent. Qu'il y a une élite qui est là, qui s'accapare des biens du pays, qui en fait ce qu'elle veut, qu'on demande au bas peuple de souffrir et d'accepter de payer les taxes pour l'élite. Exactement, c'est-à-dire ici, entrer en politique, la politique c'est une industrie maintenant. C'est tout. La politique c'est une industrie, du plus petit niveau, communal, régional, au plus grand niveau. Hein, c'est pour les avantages que ça vous donne, et ces avantages sont extrêmement exorbitants. C'est pourquoi il y a autant de partis politiques. Oui, exactement. Et des partis politiques qui représentent rien, peut-être un seul. Est-ce que ce n'est pas les dirigeants qui sont chargés, justement, eux, à donner l'exemple, à faire de la rationalisation des moyens de l'État, des moyens des citoyens, à donner le bon exemple? C'est eux qui sont en charge. C'est les premiers qui bénéficient de cette industrie-là. Il faut voir leur voyage, il faut voir les hôtels, il faut voir... Mais non, c'est scandaleux, les voitures, le parc automobile... Non, mais non. Il faut commencer par soi-même. Et comme vous dites, comme Ousmane le disait, il faut donner l'exemple. Régner par l'exemple, et il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Et ce dont on parle ici, c'est ce dont on parlait déjà il y a 10 ans avant. On en parle encore aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que les changements, c'est des changements radicaux qui sont quasiment synonymes de révolution qu'il faudrait faire ici. Parce que ça touche la monnaie, ça touche le modèle économique de développement, ça touche la cohésion sociale. Parce que ici, par exemple, vous prenez les confréries, participent à la cohésion sociale, mais les confréries aussi coûtent extrêmement cher à l'État. Donc, vous savez, il y a des changements fondamentaux qu'il faudrait faire ici. Ces changements ne peuvent faire que avec n'ayons pas peur des mots. Il faut une révolution radicale. Et ces révolutions radicales, il y a des moments de l'histoire où ça arrive. En tout cas, pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour ce type de révolution-là. Iran, États-Unis, la tension, les changements que Trump est en train d'impulser dans cette région du monde. On change donc de sujet, encore que je voulais tout simplement rappeler qu'on était très jeunes à l'époque. Oui. Mais du temps de Mamadou Dia et Senghor, le samedi, vous n'osez pas sortir votre véhicule administratif. Mais on a vite fait liquider Mamadou Dia. Oui. À partir de 18h, vous n'osez pas sortir avec ce véhicule. Ou alors, il faut aller chercher un ordre de mission. Maintenant, c'est les femmes des directeurs et des petits inspecteurs et des mêmes chefs de département qui conduisent les véhicules. Sinon, leurs enfants vont les conduire et vont les mettre dans le caniveau. On a vu ça plusieurs fois. Donc, le mea culpa devrait être national. Il faudrait que les gens aient encore plus de sens civique pour que la chose publique, on la respecte autant que la chose personnelle. Mais il faut respecter ça. Une allocation salariale maintenant pour les femmes des ambassadeurs. Oui. Il paraît. Oui. Non, faut pas. Mais l'Iran, cet épisode-là est en train de se construire d'une manière qui me surprend un peu. Pourquoi? Parce que ce général charismatique-là, Soleimani, a été tué par les Américains, et les Américains ne s'en cachent pas. C'est nous qui l'avons tué parce qu'il menaçait de faire des choses contre les États-Unis.
Bon, jusqu'à présent, même les Américains disent, on attend que le président Trump nous donne des preuves palpables, concrètes. Alors, il a été tué. L'Iran et les Iraniens sont sortis comme un seul homme pour dire vengeance, vengeance, vengeance. Quelle est cette vengeance? 12 missiles envoyés sur l'Irak. On prévient les Irakiens qu'on va envoyer 12 missiles et on s'arrange pour envoyer ces 12 missiles-là pour qu'il n'y ait aucun soldat américain de tuer. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vengeance, elle est symbolique. Il faut que je jette de la poussière dans les yeux des Iraniens pour qu'ils croient que je suis en train de me battre. Mais enfin, vous les États-Unis, je ne veux pas vous effaroucher, je ne veux pas de guerre contre vous. Ce qui fait qu'au départ, quand on disait « Ah, une troisième guerre mondiale », il y a de fortes chances qu'on n'en arrive pas là. L'autre côté, Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a plus le discours « va-t-en guerre ». Il dit « Nous demandons à l'Iran de respecter un certain nombre de règles parce que nous voudrions quand même que les Iraniens s'épanouissent, vivent, profitent de leur richesse. On a besoin d'eux. » Et il l'a dit. Ils ont le pétrole. On a besoin de ce pétrole-là et on est prêt à commercer avec eux pour leur bien. Et il dit « Nous avons les armes les plus sophistiquées au monde, mais nous ne voulons pas les utiliser. » Que l'Iran nous donne les moyens de ne pas utiliser nos armes. À la fin de l'épisode, en tout cas, enfin, c'est pas encore la fin, à ce point-ci, c'est les deux discours ou les deux attitudes que je vois, qui veut dire quoi? Tôt ou tard, ils vont devoir négocier les deux et que peut-être le spectre d'une guerre mondiale ou d'une guerre dans la sous-région pourra peut-être s'éloigner pour le bien-être de tout le monde, encore que ne prenons pas ça comme un phénomène lointain. Si jamais il y a des problèmes, et d'ailleurs ça commence à se manifester, ça fait renchérir le baril du pétrole. On n'aura plus de problème avec notre électricité parce que cette électricité dépend du pétrole et des crises comme ça fait que le prix du pétrole monte. Oui, mais certains disent qu'il y a des raisons internes qui ont fait que Donald Trump a attaqué le général Soleimani. C'est parce que l'impeachment qui était prôné par les démocrates, il fallait faire oublier cet épisode-là au niveau des États-Unis, l'opinion publique. Et ensuite, le premier ministre irakien, dans une interview qui a été donnée récemment, dit que c'est parce que les Chinois ont commencé à s'installer en Iran et en Irak que les Américains ne veulent pas de dans la sous-région qu'ils ont commencé à créer la guerre. Ah oui, moi, ça me surprendrait pas. Hein. Par exemple, regardez ce qui... les Chinois ont damé le pion à l'Occident en Afrique australe, en Afrique... oui, mais en Afrique de l'Ouest, à part le Nigeria et le Ghana, vraiment les Français ont pu mettre une sorte de boucle là, de boucle. Bon, maintenant les finances commencent à venir, ici il y a une autoroute et tout ça, mais les grands projets ferroviaires, de barrages et tout ça, on n'en a vu aucun financé. Ce qui se passe en Irak aujourd'hui, en Iran, c'est la compétition entre les Chinois et les Américains? Ça, je ne saurais pas dire. Franchement, je ne saurais pas m'embarquer dans ce genre d'hypothèse. Je sais simplement que bon, les États-Unis ne peuvent pas accepter, ni les États-Unis et leurs alliés, l'Arabie Saoudite et tout ça, ne peuvent pas accepter le fait accompli. C'est maintenant l'Iran qui est une grande puissance politique et militaire, économique, politique et militaire, en dépit des sanctions, en dépit de tout. Et ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est une région où le rapport de force était favorable à l'Occident et c'était sous le gardiennage d'Israël. Maintenant, l'Iran a montré ce qu'est le truc, c'est un empire avec une civilisation millénaire. Ils ont pu reconstituer. Pour eux, les sanctions étaient une bonne chose, parce qu'ils ont été sanctionnés depuis les années, fin des années 70, ce qui leur a permis de développer leur propre industrie. S'ils n'étaient pas sanctionnés, il y a énormément d'armements qui ont été achetés à l'étranger. On se rappelle la Libye qui avait dépensé 100 milliards de dollars en un an pour son armement. Les Américains ont venu les bombarder du temps de Weinberger. Ils n'ont même pas pu faire descendre un seul avion. Un seul avion. On a vu l'Arabie Saoudite, des milliards, ils n'ont pas pu se défendre contre un drone lancé du Yémen. Donc ça vous montre le ridicule. Le ridicule de la situation, et personne, ni l'Iran, ni les États-Unis n'avaient envie d'une guerre, et c'est une excellente chose. Une excellente chose. Mais quelles sont les conséquences de cette tension entre les Iraniens et les Américains? Parce que l'Iran aujourd'hui a décidé de ne plus respecter l'accord nucléaire. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Moi, je reviens à nouveau à cet épisode-là, qu'ils disent on va, ce sera la réciprocité, on va vous attaquer, et finalement ils n'ont tué aucun Américain. Ce n'est pas que l'armée iranienne soit incapable. Je vous rappelle ceci, en 1977,
l'armée iranienne était la plus grande et la plus puissante du monde. C'est seulement en 1979 que le Shah a eu ce coup d'État, il a été évincé et les ayatollahs sont venus. Mais à l'époque et jusqu'à présent, l'armée iranienne est une armée extrêmement importante. Donc, je crois que ce qui va venir, c'est, moi je vois des signes qui nous mènent vers l'apaisement. Alors, comment va se manifester cet apaisement-là? Est-ce que les Iraniens ne vont pas lâcher du mou? Et en réciprocité, les États-Unis aussi lâchent du mou, sauf pour la bombe atomique. Je crois que bon, la bombe atomique ou l'arme chimique, ça c'est la chasse gardée des pays occidentaux, plus un pays comme la Chine. Est-ce qu'ils vont ouvrir le club pour que d'autres pays comme l'Iran aient la bombe atomique? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas dit que c'est juste. Mais je dis, je n'en sais rien et j'en doute. Mais pour le reste, les sanctions et la nécessité de faire en sorte que cette région du monde soit pacifiée, que l'Iran et l'Arabie Saoudite ne se regardent pas en chien de faïence et que par rapport à Israël, il y ait autre chose. Si cette crise-là pouvait pousser le monde à aller vers une telle situation, ce serait une bonne chose. Et je ne vois pas une autre possibilité, parce que je ne vois pas que l'agressivité de l'Iran aille jusqu'à dévier les États-Unis. Ce n'est pas dans leur intérêt. Ils n'ont pas les moyens ni militaires ni économiques de le faire. Donc il va falloir que la situation, la tension baisse un tantinet pour que quand même ils vivent dans un monde apaisé et que les Iraniens poursuivent d'autres objectifs, sauf le nucléaire. Mais certains redoutent qu'il y ait des attentats. Certains redoutent qu'il y ait des attentats, que les Iraniens puissent faire des attentats. Parce que la guerre est aujourd'hui pas conventionnelle, elle est asymétrique maintenant. Non, mais l'Iran était obligé de répondre à ce défi de Donald Trump. Mais comme Ousmane le dit, d'une manière apaisée, personne n'a envie d'une guerre au Proche-Orient. Ce ne serait pas le Proche-Orient, ce ne serait pas le Moyen-Orient, c'est le monde entier. Personne n'a envie de cette guerre-là, bien qu'il y a le rapport de force qui est là. Les Occidentaux ne veulent pas que l'Iran devienne la première puissance économique de cette région, et l'Iran l'est devenu, en dépit des sanctions. L'Iran a développé son industrie, l'Iran a développé son industrie allemande. N'empêche que ces sanctions font tellement de dégâts économiques au niveau de l'Iran que l'Iran fera tout pour ne pas en rajouter, quoi. Et ça, c'est de bonne guerre. Donc, l'Iran, maintenant, c'est l'ennemi, parce que l'Arabie Saoudite, il y a une nouvelle coalition, Arabie Saoudite, Israël et tout ça. L'Iran est là, mais tant qu'on peut gérer la situation sans aller à une guerre, c'est tant mieux. Et c'est dans l'intérêt de l'Iran. Et quelles sont les conséquences par rapport à nos pays Oui. qui ne sont pas producteurs de pétrole? On a vu que depuis que cette tension a démarré, le prix des barils de pétrole est monté jusqu'à $70. Oui, il y aura toujours des conséquences sur nous. Et je renforce ce qu'il a dit, d'autant plus que depuis les ayatollahs de 79-80 jusqu'à maintenant, vous avez vu des populations manifester en Iran. Combien de fois? Ces temps-ci, il y a eu des débordements dans la rue. Absolument. Et l'Iran n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des manifestations internes, parce que ça remettrait en cause la légitimité du type de régime ayatollah mis en place. Donc ils ont intérêt à mettre un bémol pour contrôler l'intérieur et pouvoir peut-être se déployer dans l'extérieur. Exactement. Voilà. Les conséquences, c'est très simple. Le prix du baril de pétrole va augmenter. Si le prix du baril augmente, ça veut dire qu'à la pompe, quand tu iras avec ta voiture, tu paieras plus. Mais ça veut dire aussi que tous les produits industriels qui seront produits un peu partout dans le monde, tant que ça dépend du pétrole qui vient de cette région-là et dont le prix va se renchérir, mais ces prix-là vont nécessairement augmenter. Donc ni les Iraniens, ni les Américains, ni nous-mêmes n'avons intérêt à ce qu'il y ait une déflagration dans le monde. Tout le monde en périt, tout le monde en pâtit. Et au moment où nous faisons des efforts pour pouvoir quand même aller de l'avant, qu'on nous amène un baril de pétrole encore plus cher, nous n'en avons pas besoin. Pas besoin du tout. On n'est pas des acteurs dans cette situation-là, mais on aimerait quand même que ça se pacifie pour qu'on puisse vaquer à nos affaires tranquillement et nous occuper de notre effort de développement. Mais en interne, comment les Américains voient cette escalade? Est-ce que c'est au bénéfice de Donald Trump, candidat en 2020, pour un second mandat? De toute façon, c'est le coup classique. Mais aussi, il sait jusqu'où il peut aller trop loin.
Bon, là, les élections, c'est en février. Bon, on balance, on tue Souleymani, le militaire en chef. Bon, j'ai montré à mes électeurs que je ne reste pas. Et puis l'Iran aussi a eu l'intelligence politique de ne pas riposter d'une manière exagérée, mais l'Iran ne pouvait pas ne pas riposter à cause de sa population. Cette population interne, d'ailleurs, c'est à cause de Trump que la population interne, comme tu l'as dit Ousmane, a été détournée parce que pour la première fois, le régime issu de la révolution était contesté par de l'intérieur. Était contesté de l'intérieur et ils ont réagi brutalement. Il y a eu des morts. Plus de 1000. Vous vous rendez compte, plus de 1000. Et là, sur ce plan-là, Donald Trump vient et tue Souleymani dans sa bêtise-là. Hein? En fin de compte, il a levé la pression sur l'Iran et l'Iran n'allait pas se mettre à sacrifier ce cadeau. Non. Accepter de bonne volonté. Et c'est ça qui fait la bêtise de la diplomatie de Donald Trump, quoi. Est-ce que Trump peut capitaliser sur ça en oui, interne? Oui, parce qu'on a parlé de l'impeachment, mais n'oubliez pas, ce qui se passe là, c'est au niveau du Congrès, c'est la Chambre des représentants. Au Sénat, il a la majorité. Or, il faut que ça passe nécessairement par le Sénat. Les démocrates, même s'ils ne font pas l'unanimité, la majorité avec lui, donc il y a de fortes chances que ça ne passe pas du tout. Maintenant, que ça soit un atout de plus pour Donald Trump, sachez que pratiquement toutes les semaines que Dieu fait, CNN annonce qu'il y a tant de milliers d'emplois qui ont été créés sur le marché américain. Et ça augmente toujours. Et il y a un Américain qui me l'a dit, Ousmane, quel que soit ce qu'on pense de ce président-là, Wall Street se porte bien, et moi j'ai des intérêts là-bas, donc je risque de voter pour lui. On en a ri. Mais ce coup de l'Iran va effectivement faire remonter, si vous voulez, l'estime ou l'aura de Trump. Voilà le président qui va défier nos ennemis à l'extérieur et on s'en sort absolument bien. Parce que certains Américains, pas tous, à nouveau je dis, l'Amérique c'est comme n'importe quel autre pays, il y a des biens, super bien, hyper bien, mais il y a des mauvais aussi. Mais beaucoup qui ne sont au courant de rien, qui ne savent pas, la question qu'ils se posent, c'est « Why do they hate us ?» Pourquoi ils ne nous aiment pas? Non, on ne les haït pas. Il y a tout simplement des situations très compliquées. Mais là, Donald Trump définitivement va engranger des points par rapport à ça. Et même l'impeachment risque d'aller à contre-courant des intérêts des démocrates qui ont soulevé ça. Mais il y a des contestations en interne aussi, hein, aux États-Unis. On n'en parle plus. Voilà. Non, avant qu'il ne tue Souleymane, on ne parlait que d'impeachment, en disant que oui, maintenant, si ça va au Sénat, ça ne va pas passer et tout ça. Mais du coup, personne n'y parle plus. Non, Donald Trump est très fort en matière d'effet d'annonce. Il est très fort. Il le fait, il donne un tue et puis il se replie, il sera modéré. C'est en février les annonces. Il n'a plus besoin de convaincre son électorat. L'électorat, lui, est très favorable. Oui. Ce qu'ils veulent pocher, ce qu'ils veulent amener pour s'ajouter à son électorat, c'est les gens qui étaient contre lui. Oui. Et des gens qui ont été très contents qu'il tue ce bonhomme-là. Il est très malin. Et même sur l'Iran, là où ils disent, oui, mais on va réduire les pouvoirs de Trump, parce qu'un président comme ça, il ne doit pas avoir l'autorité pour déclencher la guerre. Il y en a qui ont remis en cause, est-ce que légalement il devait le faire? Le chef suprême des armées américaines, c'est qui? Il s'appelle Donald Trump en tant que président des États-Unis. Il doit avoir l'aval du Congrès. Mais dès l'instant qu'il a son conseil de sécurité et que lui-même, il est le chef suprême des armées américaines, il a tout un arsenal de pouvoir pour déclencher certaines choses. Là aussi, ça n'ira nulle part. Ce qui fait que ce que les démocrates ont pris pour agiter ça, pour contrecarrer peut-être Donald Trump, ça risque de jouer en faveur de Donald Trump. Et bon, si on nous disait qu'il a un deuxième mandat, ce ne serait pas surprenant. Est-ce que Donald Trump, à travers le monde, c'est une tendance mondiale, la montée du populisme, entre autres, qui fait que... Est-ce que c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance qui font que les populismes montent à travers le monde? Non, mais c'est vraiment la réflexion de l'histoire. On se rappelle la naissance du nazisme, le populisme et tout ça. C'est ce qu'on voit. Quand il y a eu des grandes crises mondiales, alors l'homme se replie. Hein, c'est l'étranger, c'est l'autre qui est coupable. Et c'est à ça qu'on assiste. Regardez le Brésil, Bolsonaro, hein? Regardez la Hongrie, hein? Regardez l'Italie. Hein? Partout, ce sont ces
ces forces d'extrême droite qui prennent. Regardez maintenant même le Front National, ou je ne sais pas comment on les appelle maintenant en France, la position qu'il occupe. Donc partout, il y a cette naissance, cette évolution des forces d'extrême droite. Et ça, faudra en tenir compte, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas en tirer avantage? Il faut être opportuniste dans le bon sens. Il y a un repli nationaliste, un repli identitaire dans les pays européens, dans les pays développés. Restons chez nous. Ils ne veulent pas de nous. Restons chez nous et voyons ce qu'on peut faire. Absolument. Parce que quand même, je dois le dire et le souligner, Alassane, si vous permettez vraiment. C'est une illusion et une chimère de croire que le développement se trouve au-delà des océans. Ça, c'est pas vrai. Le développement ne se trouve pas au-delà des océans. Tout ce que je dis, c'est que mes jeunes étudiants sénégalais, les jeunes sénégalais, plutôt que de regarder vers le bas, ils regardent vers le haut, fascinés par un avion, fascinés par ce qu'un Sénégalais qui a fait là-bas 2 ans, 3 ans vient, avec leur parure en or ici et quelques dollars qu'ils ont, mais ils ne vous disent pas à quel point ils galèrent pour avoir ça. Absolument. Et il y en a même qui sont impliqués dans des micmacs et des trafics qui les poussent vers les prisons. Mais il y a de quoi se développer et de quoi vivre au Sénégal. Pourvu qu'on s'organise, on soit plus civique, on accepte de travailler encore davantage et qu'on accepte l'organisation et la méthode. Si jamais on se concentrait sur ces choses-là, on irait un peu plus loin. Et que là, l'honnêteté dans la gestion, mais à tous les niveaux, même au niveau familial, qu'on en fasse un sacerdoce et que si on aime notre pays, Alassane, on lui donne un peu plus. Notre sens civique dans ce pays-là est déficitaire. Et on le montre tous les jours. Et on n'a pas besoin que le président nous le dise. Chacun devant son miroir devrait pouvoir se dire, chaque jour, je vois ce que je fais pour mon pays. Si tu manges ta banane et tu ne jettes pas ça dehors, tu fais déjà quelque chose pour ton pays. Si tu manges tes cacahuètes, tiaf, et tu ne jettes pas les pelures d'or, tu fais déjà quelque chose pour ton pays. C'est de petites choses comme ça qu'on devrait cultiver. Absolument. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci à Ousmane Sène, directeur du WARC, Centre Ouest-Africain pour la Recherche. Merci aussi à Sanoum Mbaye, économiste, ancien de la BAD, la Banque Africaine de Développement. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Sinking low.